Bonjour, maintenant je vais m'attaquer aux factions angloises du supplément. La première, ce sera les anglo-saxons. La particularité de cette faction, on va le voir assez vite, c'est que ce sera une faction très populeuse. Donc, ceux qui aiment le nombre, vous avez trouvé ce qu'il vous fallait. Très populeuse à pied principalement quand même, hein. Il n'y aura pas de cavaliers là non plus. Pour le choix des troupes, c'est très simple. Le seigneur et les gardes ont soit un équipement standard, soit sont montés à cheval. Contrairement à ce que je viens de dire juste avant, mais en fait, vous allez pas forcément utiliser cette option. Les guerriers sans équipement, enfin équipement standard, j'entends, et les levés, soit équipés avec arc, soit en équipement standard. Ce qui est assez rare en fait. Dans le supplément, c'est la seule faction qui a des levées équipées de cette façon. En prenant le plateau, on peut directement voir que les capacités d'activation basiques ont été modifiées. La capacité qui permet d'habitude d'activer un héros ou des gardes permet aussi d'activer n'importe quelle unité tant qu'elle comporte au moins 10 figurines. C'est très bien, ça permet d'activer facilement les unités nombreuses, notamment les levées ou les gros groupes de guerriers. Ensuite, celle qui active normalement les guerriers, elle permet d'activer une unité composée d'au moins 8 figurines. Donc on voit c'est un petit peu plus dur. Et enfin, celle qui active normalement les levées, elle permet d'activer des unités composées de moins de 8 figurines. Dans ce plateau, fait la part belle aux unités importantes et elle facilite énormément l'activation des levées qui sont normalement plus dures que ça à activer, et elle permet un petit peu plus de souplesse pour l'activation des guerriers. C'est pour ça que je pense qu'on va vite mettre de côté les gardes pour privilégier le reste. La première capacité avancée, c'est un ordre cœur vaillant qui s'active avec n'importe quelle des sagas. Elle nous permet d'augmenter de 2 l'effectif de nos unités virtuellement pour l'application des effets des autres capacités avancées du plateau des anglo-saxons. On va voir que la plupart des capacités dépendent de notre nombre de figurines. Donc ça, c'est une capacité de secours, entre guillemets, à partir du moment où vous vous êtes déjà fait esquinter pas mal d'unités pour les maintenir au-dessus du seuil de 10 figurines voulues, les permettant de les activer plus facilement ou de déclencher des capacités plus puissantes. Petit effet, c'est si on utilise le dé rare, c'est le casque, on peut le relancer et le replacer sur le plateau, ce qui fait que l'activation est gratuite. Voilà. Donc, moins vous vous servez de cette capacité, mieux vous vous portez, c'est-à-dire que vous menez la partie. Si vous êtes réduit à ça, c'est bien, ça vous permet de faire un petit barou d'honneur, ou alors de vous donner un second souffle, on va dire. C'est bien que ce soit là, mais évitez de vous en servir. La seconde capacité, la trêve, qui utilise un dé peu commun ou un dé rare, le cheval ou le casque. C'est un ordre ou un ordre réaction, ça c'est assez important et c'est bien de voir cette souplesse. On peut retirer une fatigue de chacune de nos unités qui est composée d'au moins 10 figurines. Donc là, c'est la première occurrence, mais vous verrez que toutes les capacités du plateau dépendent du nombre de figurines dans nos unités. Et comme je l'ai déjà un peu dit, plus elles sont nombreuses, mieux vous vous portez. C'est une très bonne gestion de la fatigue. On peut le faire soit au début de notre tour, si on a subi plusieurs assauts, soit au début du tour adverse, pour récupérer de notre tour dans lequel on se serait attribué un certain nombre de fatigues. La troisième capacité, défenseur du royaume, encore un des peu communs, le cheval. C'est une capacité de corps à corps qui nous permet de gagner un dé de défense et un dé d'attaque. Et là, si notre unité est composée d'au moins 10 figurines, encore une fois, on gagne un dé d'attaque et un dé de défense supplémentaire. Donc la capacité est faible, sauf
si on a une unité nombreuse, où là, elle est correcte. La quatrième capacité, une capacité de corps à corps rang serré qui utilise un dé commun, la hache. Il faut impérativement que notre unité possède plus de figurines que l'unité adverse pour gagner 3 dés d'attaque. Si notre unité est composée du double de l'unité adverse, à partir du double ça marche, on gagne 5 dés d'attaque. Donc là c'est très bon, pour un dé commun 5 dés d'attaque, on fait pas mieux nulle part. 3D c'est correct, 5D c'est très bon. C'est simple et efficace. Cinquième capacité, union, une capacité d'activation multiple qui nous permet de faire un mouvement qui ne génère pas de fatigue. Je dis multiple parce que si on active des unités de 10 figurines, on peut en activer 2 au lieu d'une. Évidemment, cette capacité n'a d'intérêt que pour activer 2 unités, sinon on utilisera un dé classique. Bon, enfin, même si le fait que ça génère pas de fatigue, c'est toujours bon à prendre, mais ça utilise quand même un dé peu commun, peut-être qu'on en a besoin pour autre chose. En tout cas, ça permet beaucoup de mobilité, la mobilité sans fatigue, donc ça aide bien la bande pour les déplacements et la gestion de la fatigue. La sixième capacité, aucune reddition, une réaction à un ordre, enfin durant la phase d'ordre. Elle utilise un dé rare, le casque, et pendant la phase d'activation adverse, tous les ennemis qui vont charger nos unités composées d'au moins 10 figurines, encore une fois, vont subir une fatigue à l'issue de leur mouvement de charge, donc avant le combat. C'est une fatigue qu'on pourra utiliser dans le combat qui suit. Ou alors, qu'on pourra laisser, et à la fin du combat, l'unité ennemie va se retrouver avec 2 fatigues, ce qui est aussi intéressant pour préparer notre tour et les contre-charges qui vont suivre. Donc c'est un dé rare. On verra que le plateau a besoin de beaucoup de dés rares. Enfin, de quelques dés rares pour bien tourner, surtout suivant les configurations. Mais là, il fait vraiment réfléchir l'adversaire parce que charger vos unités, ça va lui coûter vraiment cher, quoi. Donc c'est très bon, on n'attendait pas moins pour un dé rare. Si vous pouvez, vous le mettrez, je pense. Mais voilà, il faut en avoir. Est-ce qu'on ne veut pas faire des réserves d'activation? En tout cas, c'est très bon. La septième capacité, le choc de bouclier. Capacité qui nécessite 2 dés communs, 2 haches. Une capacité défensive, puisque notre adversaire va devoir défausser un nombre de dés d'attaque qui est égal au nombre de figurines dans notre unité. Ça permet plusieurs choses. La première, c'est de se défendre, de se prémunir d'une charge. Et la seconde, c'est de charger l'adversaire à moindre coût. C'est-à-dire qu'on va le charger, lui faire perdre ses dés d'attaque, bien le bastonner, sans subir de contrepartie, quoi. C'est bien, c'est efficace. Il faut quand même avoir, comme d'habitude, un certain nombre de figurines dans notre unité pour que ça marche. À 10, c'est très bien, ça fait défausser 5 dés d'attaque. En dessous, bon, jusqu'à 4 dés d'attaque défaussés, ça peut aller. 3, ça commence à faire léger. 2, c'est inutile, quoi. Surtout pour 2 dés, il faut quand même avoir ça en tête. Parce que pour un dé, on peut activer d'autres capacités, quoi. La capacité chevauchement de bouclier qui utilise un dé commun ou un dé peu commun, une réaction à un tir ou à un corps à corps, qui nous fait gagner 2 dés de défense. Si on possède 10 figurines, on gagne également 2 dés d'attaque. Donc évidemment, c'est toujours mieux quand on a 10 figurines. Elle peut servir pour se défendre d'un tir, c'est un peu léger. Et voilà, on peut directement la mettre en comparaison avec la capacité du dessus. Il n'y a besoin de qu'un seul dé, alors que l'autre, il en fallait 2. Donc gagner 2 dés de défense ou faire défausser un certain nombre de dés d'attaque. C'est toujours mieux de faire défausser les dés d'attaque, parce que vous aurez un dé de moins à lancer. Au corps à corps, c'est sur un 5+, mais ça nécessite 2 dés, donc c'est pas si mal.
Et puis au corps à corps, en étant 10, ça, c'est autant offensif que défensif. Voilà, ça rentre en concurrence avec les autres capacités, il n'y a pas trop d'originalité, c'est du bonus 2D, mais, mais c'est là, ça permet de faire des petites différences sur les combats. L'avant-dernière capacité, celle qui va déterminer en grande partie la composition de votre bande, à mon avis, l'appel aux armes, qui nécessite un dé rare. C'est pour ça que elle va rentrer vite en concurrence avec aucune reddition. Donc cette capacité nous permet de donner une agressivité à nos levées égale à celle de guerriers. C'est-à-dire que pour les levées avec arc, ça triple leur capacité de combat au corps à corps. Pour les levées avec équipement standard, ça la double. Ça fait qu'on a les avantages de la levée sans ses inconvénients. C'est très très bien. Et cette capacité à elle seule peut justifier de faire une bande composée uniquement de levées. Et vous aurez là la plus grande bande saga disponible, c'est-à-dire 6 x 12, 72 piétons, plus le seigneur, 73 piétons sur la table. C'est peut-être la seule bande du jeu qui permet ça grâce à cette capacité notamment. Alors il faut faire attention, c'est que vous allez être sensible au tour adverse, étant donné que ça ne dure que jusqu'à la fin de notre tour. Si ça avait duré jusqu'au début de notre prochain tour, ça aurait été fabuleux. Donc voilà, ça va dépendre si vous faites votre dé rare à tous les tours. Ça, c'est pas évident. Et puis, vous pourrez pas le mettre ailleurs, quoi. C'est les contraintes de la bande composée uniquement de levées. Finalement, la dernière capacité qui nécessite un dé commun et un peu commun, la hache plus le cheval, Bretwalda, qui fait que notre seigneur compte comme 10 figurines et augmente son armure de 1. Alors là, ça c'est super. Moi j'aime beaucoup des petites capacités comme ça, même si dans cette bande, vu qu'on va très rarement jouer des gardes, on risque de pas trop envoyer le seigneur au charbon, mais en tout cas c'est là, et ça permet de faire des jolies actions héroïques avec notre seigneur. Donc j'aime bien, plus pour le côté fun que stratégique, mais c'est cool que ce soit là. Un petit mot sur les légendes. La première légende des anglo-saxons, c'est Alfred le Grand, le roi d'Angleterre, qui est assez vieux, donc il a une agressivité de 2 seulement. Il n'a pas de résistance. Par contre, toutes les figurines peuvent lui servir de garde du corps. Ce qui implique que vous allez jouer 100% levé avec lui, à mon avis. Et en plus de ça, il génère ces 2D sagas comme la plupart des unités légendaires. Mais il peut choisir 2D sagas avant le lancer de des sagas et les placer sur la face qu'il veut sur le plateau. Donc c'est pour ça que je dis que la composition entièrement avec des levées marche très bien sur ce personnage, puisqu'on pourra facilement choisir l'appel aux armes à tous les tours. C'est sympa. Ça conforte une vision du jeu. Bon, il coûte un point, mais ça fiabilise et conforte un type de bande chez les anglo-saxons. En plus de ça, il peut utiliser sa capacité "Nous sommes à vos ordres" à L au lieu de C, ce qui donne un peu plus de latitude pour les unités. Donc franchement, c'est cool, quoi. Et vu que le seigneur anglo-saxon, il va pas trop au combat en général, il est très bien. La seconde unité légendaire, c'est Athelstan, l'empereur de Bretagne. Lui, il est particulier parce qu'il nous incite à jouer des guerriers, ce qui n'est pas forcément évident. Et en plus, il coûte un point, donc ça va être un truc de moins. Une unité de moins, excusez-moi, un truc, c'est pas terrible. Il fait en sorte que nos unités de guerriers soient dirigées par des héros,
C'est une figurine qui va remplacer un guerrier et qui aura des caractéristiques améliorées. Une armure de 5 et une agressivité de 3 et de 1 au tir, on verra. Parce qu'en fait, il nous permet aussi d'inclure d'autres types de guerriers dans notre bande, ce qui nous fait un peu plus de choix. Donc on peut mettre une unité de guerrier équipée en armes lourdes, une en javelot, une en javelot et monture, et une en arc. Voilà. Ça offre une latitude plus importante pour nos confections de bandes. Vu qu'on a que 5 points, on va sûrement faire 2 unités de 12 guerriers et puis compléter avec des levées. Et donc ces unités de guerriers seront plus fortes étant donné qu'elles seront dirigées par des héros. C'est sympa, ça offre une autre vision. Je pense pas que ça soit bien fort, même si c'est chouette. Je pense pas que ça soit fort, mais ça a le mérite de proposer notre expérience pour une bande qui n'a pas beaucoup de choix en termes de composition. D'un point de vue général, j'aime beaucoup cette faction. En fait, j'aime beaucoup de factions, vous vous rendrez compte, qui permet de jouer une grande quantité de figurines. Alors, grande quantité de figurines pour Saga, hein, on est d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, 73 figurines au maximum, même si on ne va pas forcément en jouer autant, mais c'est une possibilité viable. Elle permet de sublimer les levées, qui sont souvent des troupes un peu oubliées, un peu gadgets dans la plupart des bandes. À première vue, moi je m'étais dit les anglo-saxons, ça sera une armée standard, rien de plus, rien de moins, quoi. J'avais vraiment pris cette armée à l'ouverture du livre comme l'armée basique, quoi. Et finalement, elle a son style à elle, comme toutes les armées dans le supplément, en fait. Toutes les armées ont un style bien défini et qui reflète les factions, quoi. C'est super bien fait. Et elle y manque pas. La faction, elle est accessible. Elle est classée 1 étoile, elle aussi, c'est pas pour rien. C'est parce que déjà, les compositions de bande ne sont pas dures à faire. Et puis, grâce au grand nombre de figurines, vous pouvez vous permettre des erreurs qui ne seront pas trop chères à payer, quoi. Si vous placez mal, si vous foirez un combat, au pire, vous allez perdre 4 levées. Tant pis pour elle, quoi. C'est de la chair à canon. C'est dommage de dire ça, mais c'est un peu ça. Il y a un point négatif, vous aurez besoin de beaucoup de dés rares. Ça, c'est à mon avis un point assez négatif de la faction, mais bon, c'est comme ça. C'est normal aussi, ça. On peut pas tout faire tout le temps, donc ça, c'est logique. Et ensuite, sinon le plateau reste tout de même assez équilibré, les dés communs servant surtout aux capacités de combat, les dés peu communs au soutien ou à ce genre de choses. Donc c'est bien, le plateau est équilibré et tourne bien. Il faut juste se faire à l'idée des activations par nombre de figurines. C'est pas dur à assimiler, mais pour quelqu'un qui a l'habitude de jouer à Saga, c'est une variante. Donc vous allez peut-être vous faire piéger les premières fois. En tout cas, c'est bien que ça y soit. Pour la composition des bandes, j'en vois 2 qui me semblent évidentes. La première, ça serait la bande de 6 levées, étant donné qu'on nous incite à jouer des unités de 10 figurines minimum. Le fait d'en avoir 12, ça nous met une petite soupape de sécurité. C'est-à-dire qu'on va commencer à affaiblir qu'à partir de 3 pertes.
En plus, les levées avec équipement standard sont très fortes, dans le sens où même si elles n'ont qu'un demi-dé d'attaque, mais étant donné qu'elles sont 12, elles vont quand même lancer 6 dés, c'est pas négligeable, elles ont la même armure que les guerriers. Ça fait qu'elles sont résistantes. Et, et donc, vous allez avoir une vraie résistance avec cette bande. 6 unités de 12 plus le seigneur, donc vous êtes très nombreux et résistants. Alors, à tempérer, on ne met pas que des unités de corps à corps, on met au moins une levée d'archer, voire 2 levées d'archer. Si on en met qu'une, ça sera vraiment du soutien. Si on en met 2, ça va inciter l'adversaire à venir nous chercher parce que ça va commencer à faire beaucoup de tirs et on peut se le permettre parce que même si on n'a pas de capacité pour améliorer nos tirs, on a tellement de monde sur la table que on va subir moins de pertes que ce qu'on va en infliger. Donc voilà, soit 5 et 1, 5 corps à corps, 1 archer, soit 4 et 2 pour la composition avec 6 levées. À mon avis, c'est le mieux qu'on puisse faire. J'ai jamais essayé, mais peut-être que faire 6 levées avec arc, ça peut servir. Ça s'active super facilement. Et bon, après, je suis pas sûr que ça soit du tout fun. Et à mon avis, c'est quand même facilement contrable par des armées qui vont vous rentrer dedans avec de la cavalerie ou ce genre de choses. En tout cas, voilà. C'est jouable à mon avis et il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir s'en prémunir et on risque de faire une grosse faction de tir, quoi. Pourquoi pas. La seconde composition de bande, ce serait 3 guerriers répartis en 2 unités de 12 et 3 levées. Donc là c'est pareil pour les levées, vous décidez si vous mettez qu'une seule unité d'archer ou 2, le reste en équipement standard. Et 3 guerriers, c'est équipement standard en 2 unités de 12. L'avantage de cette bande, c'est que vous ne serez plus dépendant d'appel aux armes. Vos 2 unités de guerriers, elles tartinent suffisamment toutes seules pour ne pas avoir à mettre de dés sur appel aux armes, et donc vous pouvez dédier vos dés rares à autre chose, la réserve d'activation ou aucune reddition par exemple. Voire trêve ou même cœur vaillant quand vous êtes mal, ce qui permet de le relancer. Mais après, vous n'en aurez pas forcément 2 dans votre jet. Un autre avantage, c'est que les guerriers ne perdent leur dés saga qu'à partir du moment où ils sont 3. Donc une unité de 12, le temps de la tomber à 3, c'est assez difficile et donc c'est très permissif. Ça vous coûtera le fait d'avoir une unité en moins, mais c'est valable, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus fiable et facile à prendre en main. Voilà. En tout cas, dans mes 2 compositions, je n'ai pas mis de garde. Donc vous êtes toujours à temps d'enlever une levée pour la remplacer par un groupe de 4 gardes qui ne bénéficiera absolument de rien sur le plateau, mais qui va servir uniquement de garde du corps à votre seigneur. Voilà, ça c'est une façon de voir les choses. Moi je suis pas un fanatique de ces gardes. Si je peux m'en passer, en fait je m'en passe. Je pense que ce plateau peut s'en passer facilement. Mais il y en a qui sortent jamais sans leur unité de garde pour couvrir le seigneur. C'est une façon de voir les choses. Elle se défend tout à fait. Mais bon, moi je ne suis pas particulièrement féru, donc je tendance à m'en passer. Après, un petit mot juste sur les compositions de bandes légendaires. Je l'ai dit en les décrivant un peu, mais on va essayer de détailler un petit peu. Enfin, Alfred, c'est simple, on a 5 points, on met 5 points de levée. À voir si vous préférez un archer ou 2, toujours. Mais ça se défend comme ça. J'aurais tendance à en mettre qu'un avec lui, en fait. Et pour le second, Athelstan,
Là, étant donné qu'il sublime les unités de guerrier dans sa bande, on va mettre 3 points de guerrier pour faire encore nos 2 unités de 12. Et puis 2 points de levée. Donc, je dirais une avec arc et une avec rien. Ou 2 avec arc, c'est au choix, mais je suis pas fan là pour le coup, on risque d'être un peu juste. Et donc en fait nos 2 unités de guerriers auront un héros à l'intérieur, ce qui fait qu'elles vont vraiment bien tartiner. Et on peut les changer. Au lieu d'être en équipement standard, moi j'ai tendance à me mettre une en arme lourde. Voilà. Je trouve que c'est très bien, 12 guerriers arme lourde plus le héros. Ça fait mal quoi. Après vous allez perdre en défense, mais bon, tant pis. Et l'option javelot n'est pas négligeable, en tout cas. Donc voilà, c'est une petite variante sympathique. Merci d'avoir écouté cette vidéo, encore une fois. J'ai un petit peu de temps libre aujourd'hui, je pense que je vais faire celle sur les anglo-danois dans la foulée. Allez, à plus tard.